Dans nous continuerons à le faire. Donc, on va procéder à la cérémonie. Je serai le modérateur. J'espère que je ne récolterai pas des gifs. Un peu au courant de son projet, puisqu'il n'avait pas loin. Il est venu me voir à plusieurs reprises. Et vraiment, le premier album de ce trio était tellement beau que je crois que j'en avais acheté beaucoup en me disant qu'en voyageant, j'allais tout le temps emporter un exemplaire que je donnerais à ceux qui m'ont invité. Et qu'en recevant ici des autres, je me ferai le plaisir de leur offrir un exemplaire. Je l'ai fait pour plusieurs personnalités qui sont passées ici, l'ambassadeur des États-Unis et d'autres encore. Tellement que j'apprécie, non seulement pour la qualité artistique, mais aussi, je crois, pour une dette que l'on doit à une personne qui a été quand même, je crois, particulière. Il est vrai que beaucoup de reproches lui ont été faits. Il y en a même qui ont douté de l'esprit démocrate de Senghor, mais réfléchissons tout de même, quand vous construisez une nation, je crois que dans un premier temps, il y a une nécessité de rassemblement. Je ne vais pas faire de la politique, je ne suis pas en politique, mais je veux dire, quand on regarde maintenant dans le passé, regarde sur le passé, l'orchestre du célèbre orchestre guinéen, tu vois, quand on fait une rétrospective, on voit qu'il y a beaucoup de germes, qu'il avait semés et qui véritablement ont été la bonne graine. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qu'il avait prises parce qu'on n'a pas suivi, nous le regrettons. Je le dis et je le maintiens, si Dakar n'arrive pas à se départir de sa santé, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous demandait. Je me rappelle encore quelqu'un qui se moquait de lui en disant ceci. Oui, Senghor visite la SICAP et vient dans son bureau pour dire « Ah, mais je me rends compte que les Sénégalais sont maintenant civilisés parce que figurez-vous qu'à la SICAP, les gens cultivent des fleurs. » Doit-on cultiver les fleurs parce qu'on est droit ou doit-on cultiver les fleurs parce qu'on vit en milieu urbain et les fleurs ne sont qu'un remplacement, un substitut de ce que nous voyons dans nos villages. C'est plein d'arbres, c'est plein de fleurs. Il y en a tellement qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que si vous allez draguer dans un village et vous apportez une femme en lui donnant des fleurs, elle va vous dire donnez-moi l'argent parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ça. Hein? Donc on va essayer. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses pour la charité, je dirais véritablement hommage. Alors, je te remercie parce que moi, chaque fois que je le dis, je me retrouve dans mon enfance. Et frère Raphaël dit que j'ai une lecture particulière de Senghor, mais vraiment, quand il me dit les trois des cases, Louis tendrement, que disent-ils si confidentiels aux étoiles? You know, ne me parlez pas des surréalistes. Ça peut être ça, la maman inspiratrice de Senghor, mais je n'ai pas besoin des surréalistes pour lire et décoder ça. Des étoiles qui parlent avec les étoiles, c'est tout à fait normal. Parce que si vous êtes paysan, jeune paysan, après les récoltes au mois de septembre, vous allez de village en village pour assister aux compétitions de lutte, vous savez bien que le mois de septembre, la du Soudan, quand la rosée tombe sur les toits de chaume, ça laisse des gouttelettes d'eau. Et tout le monde sait que les gouttelettes d'eau reflètent la lumière. La lumière de ces étoiles-là et de cette lune-là reflète pas des gouttes d'eau sur les toits des cases, mais ça fait un échange. Vous les placez maintenant dans un cadre tout à fait animiste, puisque ce village-là et les villages en particulier, c'est l'animisme, mais vous pouvez créer une situation où ce qui pour le toit ou pour le musulman est inanimé devient animé.
Vous replongez dans votre monde animé et vous créez quelque chose, on va vous dire, oui, c'est les structuralistes français qui l'ont inspiré. C'est pas vrai. C'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il nous explique. Alors, si vous avez vécu ça, vous, en lisant Senghor, vous retrouvez dans votre enfance les pieds nus, une petite culotte, peut-être une seule, un silettement, plongeant dans les rivières à l'empêcher ou à l'envoyer de l'arachide à 5 h du matin après avoir assisté à une séance de lutte. C'est ce monde que je réclame. N'est-ce pas un monde sénégalais? N'est-ce pas un monde sérieux? Et j'étais une fois de quelqu'un, je le dis, tous ces gens-là de 68 là qui disaient c'est bon, nanam, posez-leur une question. Est-ce qu'ils savent ce que c'est un dan? Un dan, est-ce qu'ils savent? Et ils disent, oui, mais c'est déraciné de Sénégalais. Mais le dan à 4 heures. 5 h de l'après-midi, vous voyez cette fumée qui se dégage des toits des cases dans tous les villages sénégalais. Tous les villages sénégalais. C'est le couscous que l'on prépare. Couscous, mais c'est une couscous de réparer. Ça fait cette masse compacte. Mais il faut que casser avec le petit cours là. C'est ça qui fait les petits morceaux. Morceaux de couscous. Le modèle. Et à ce moment-là, à cette heure-là, comme je le faisais d'ailleurs, il y a toujours tenu sur le pain des enfants. Il y a une même madame. Et il te donne le dame, tu jongles avec le dame parce que c'est très chaud, jusqu'à ce que ça se refroidisse un peu pour le manger. Et si tu as un berger à côté, le dame que ce berger, vous n'avez d'un petit berger de mer, mais le regarde d'oreille. Alors, moi, si vous voulez des scènes comme ça, et des réalités comme ça, j'ai vu. Bon, c'est vrai aussi qu'il aimait le nœud papillon. Et je me demande une fois, un de mes frères m'a dit, je ne vais pas au dîner d'indépendance parce que moi, le nœud papillon, je ne le porte pas. C'est vrai aussi que ça existait, mais le tout dans tout, reconnaissons quand même qu'il y avait quelque chose de nous en lui. Bref, je suis modérateur, je ne suis pas professeur. Donc, je salue vraiment tout le monde, Gérard Chenet, de la Bayane, Aminata, tout le monde, vraiment Baye Morgan. Je vais peut-être donner la parole dans l'ordre à Vieux Diba, et après, ce sera à mon ami Jacques Moro, et enfin, Pape dira quelques mots, vous lui poserez des questions, et après on fait la dédicace. Si tout le monde est d'accord sur ça, on peut commencer peut-être, d'accord? Voilà. Hein? Oh oui, Pape me dit qu'il a préparé soigneusement un cocktail derrière. Il y a beaucoup de bouteilles de jus de Dita et de bissap derrière, donc il ne faut pas oublier, et c'est tout frais. Donc après on va faire le cocktail. Donc je vais passer la parole à Guy. Hein? Voilà. Merci tout le monde. Merci monsieur le modérateur. Je voudrais vous remercier pour avoir pensé à moi d'intervenir dans ce cadre précis. Je remercie mon ami qui m'a fait l'honneur d'être là. Et je ne sais pas, il dit sur l'élément qui me présente, il est marqué artistin. C'est sous l'angle de ce qualificatif que je vais intervenir. Mais j'ai un document entre les mains qui parle de congrès panafricain avec des questions qui étaient posées à l'époque. Je croyais que ces questions, c'est les questions d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu un grand gâchis quand même, entre-temps. Quand on connaît les grands théoriciens, les grands intellectuels, Cheikh Senghor, est arrivé à ce niveau-ci, c'est quand même un grand gâchis. Je crois que c'est un peu regrettable. Mais, je ne suis pas très partisan de Senghor. Je n'étais pas partisan de Senghor, comme toutes les personnes de ma génération à l'époque, on était plutôt à gauche. Et on percevait Senghor comme réactionnaire, vraiment. Parce que au fur et à mesure, dans mon propre travail, j'ai pardonné à découvrir Senghor. Et je me souviens qu'au fond, il avait compris beaucoup de choses. Hein, et que finalement, c'était un gâchis quand même. Puis ce qui se passe aujourd'hui, l'état actuel de notre pays, surtout la question esthétique. Comment la question esthétique est vécue dans notre pays aujourd'hui, c'est un grand gâchis. Alors, je suis le produit de l'ouverture. Bon,
j'ai fait ma formation entre 70 et 80. Bayanola et à l'époque, nous, on n'est pas partisans de l'école de Dakar, parce que, comme ça a été défini en tant que tel, mais on était plutôt. Nous avons aussi une formation pédagogique d'ouverture. Et en même temps, l'accueil de la recherche est un peu insistant, sans déclarer. Autrement dit, nous, on a profité d'une espèce de transition. Au moment où l'accueil de la recherche commence à faire du terrain, où il y a l'arrivée de nos pédagogues qui avaient d'autres principes d'éducation, et nous avons une formation charnière. C'est pourquoi nous, on était plus ouverts. C'est quand même important, qui justifie un peu notre distance par rapport à ça. Mais finalement, je me rends compte avec le recul qu'au fond, nous avons notre problème par rapport à Senghor, c'est que je vois le point artistique de la période de l'euphorie 60-70, parce que les Africains, après l'indépendance, on pensait qu'on était capable de tout. Et le festival mondial des armées était un peu le pic. Mais après, avec la crise des années 68, la crise de pétrodollar, les grandes sécheresses, et le doute a commencé à germer. Et je crois que c'est extrêmement important dans cette partie de l'histoire, et surtout dans le discours de Senghor. Je me suis dit finalement que les discours de Senghor entre 70 et 80, Senghor faisait beaucoup référence aux journalistes de gauche comme Valéry. Ça, c'est extrêmement important. Et ce discours économique tournait autour de l'interprétation des termes de l'échange et en même temps la question de l'ouverture. Donc, vous voyez un peu, quand on fait un rapport maintenant entre ces discours économiques, les discours intellectuels et les discours culturels, il y a un message qui est lancé, c'est une espèce de doute. Je crois que même Senghor dans les années 70-80, il y a une logique de doute qui a conduit à ce qui serait du pouvoir. Ce qui est intéressant, ce qui va se passer pour nous les artistes, de 80 à 90. C'est pourquoi, quoi qu'on dise à Diouf, pour nous les plasticiens, à mon avis, notre secteur s'est plus développé sous Diouf que sous Senghor. Ça, c'est les personnes où les gens veulent le pouvoir. Parce que l'analyse du comportement des artistes sous Senghor, il y a un tuteur. Et les gens ne sont pas sortis de la conception de Senghor. Les gens, ils ont un peu, je dis, illustré la pensée senghorienne, sa conception de l'esthétique. Nous, notre génération de 70-80 qui arrive à la maturité 80-90, avec d'autres expériences. Et c'est là où il faut, et c'est extrêmement important pour moi, la question de la responsabilité professionnelle. Parce que les artistes sont pris en charge compte tenu de l'environnement politique et économique qui n'était pas favorable à l'intervention de l'État. Il y a une responsabilité des artistes. Et ça concerne un dynamisme du point de vue de nouvelles problématiques en matière de création, l'évolution pédagogique à l'école des beaux-arts. Et ça aboutit, au niveau 90, à la création de la biennale. Ça veut dire que du point de vue contenu, conceptuel, idéologie et la pratique artistique, le passage de Diouf a donné un coup de fouet, du point de vue de son manque d'intérêt au secteur et du point de vue de l'esprit de responsabilité. Parce que c'est l'esprit de responsabilité qui a fait cette période les artistes vraiment, on verra. Et ce qui n'est pas le cas sous Senghor, parce qu'il y avait son poids qui était tellement pesant sur les artistes, quand on analysait sous Senghor, à peu près de 60 à 80, 70% des préoccupations thématiques croisaient les préoccupations politiques. C'est extrêmement important comment il y a une connexion par rapport au pouvoir de Senghor. Mais moi, personnellement, c'est là où je voudrais terminer. Moi, j'ai découvert Senghor parce que quand je suis arrivé en 89, j'avais fait une exposition à la galerie qui s'appelle Environnement témoin culturel.
c'était vraiment mon début. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris une espèce d'année sabbatique, de mois sabbatique, 3 mois, j'allais arrêter de travailler parce que je ne comprenais pas le discours à l'époque qui faisait que si vous payez comme ça, c'est trop occidental, si vous payez comme ça, c'est nègre. Moi, je ne comprenais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire être nègre? Qu'est-ce que ça veut dire être occidental? Alors, j'allais arrêter de travailler, tout le monde, j'allais au musée, la place de l'étau. Je passais la journée de regarder les statues, les masques, et de comprendre. Parce que mon problème, c'est de comprendre ces choses-là. Est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que c'est possible de trouver une esthétique qui n'est pas une copie du passé parce que je ne suis pas du passé, de l'outil qui n'est pas une copie aveugle de l'Occident? La question que je me posais à l'époque, c'était ça. Alors, 3 mois après, j'ai essayé de comprendre ce que j'ai vu. J'ai identifié 4 démarches. D'abord, le rôle du matériau dans la création classique du matériau. En Occident, le matériau, le matériau utilisé dans l'art nègre rendait compte d'un certain nombre de préoccupations, parce que je suis persuadé que les matériaux qu'utilisent les artistes rendent compte des relations économiques. Et c'est en cela que je trouve que là, en réalité, c'est une question stratégique. Mais on est un peu naïf sur certaines questions. Vous voyez, c'est pour illustration, on regarde pour le métier. Le fait que ces personnes utilisent du kaolin, du charbon, au fond, ça montrait que l'économie était une économie de cueillette et de chasse. Parce que les matériaux utilisés venaient de ces systèmes d'organisation. Alors, le bois, c'est dans des zones d'économie agricole. Et vous savez comment les matériaux, sans faire compte, donnent des informations sur l'organisation économique. Ah. Et moi, le problème, c'est ça. Comment c'est possible, dans les contemporaines, à concevoir une démarche esthétique qui tient compte de ce que nous sommes, et ça, je vais lancer la question de la l'ouverture, parce que je pense qu'il n'y a pas de neutralité dans la vie, on touche de quelque chose. Et le problème, c'est d'être conscient qu'on est de quelque chose. Et cette conscience des choses, souvent, nous manque. Et on peut donner l'espèce de naïveté superficielle. Mais, et quand j'ai découvert finalement, que le matériau bois, à cette époque, son utilisation n'était pas, ça rendait compte d'activité économique. Mais quand les Africains utilisaient le bois, mais des clous, ils ont compris que le matériau avant le langage, agresser le matériau, c'est laisser dans ce discours du matériau. Parce que par son attitude, le matériau aussi communique. Et ça, c'est très important pour moi pour la suite de mon travail. Le deuxième élément que j'ai retenu, c'est les principes de composition. Si vous regardez les statues, vous vous rendez compte que le principe, l'unité de mesure n'est pas la terre, mais c'est plutôt le buste avec 5, parce que si vous appliquez, vous avez 3 fois. Ah, mais ce qui est encore important, c'est pourquoi le centre de gravité se rapproche du sol quand vous regardez les statues, et c'est extrêmement intéressant, parce que on se rend compte que ces personnes-là n'ont jamais fait de physique, mais ils ont compris que plus le centre de gravité se rapproche du sol, plus la forme gagne en stabilité. Alors, mais ce qui est encore plus intéressant, je me suis rendu compte qu'au fond, les statuaires, c'est des attitudes de copie, de transposition d'attitudes de danseurs dans la verticalité du tronc d'arbre. Et c'est en ce moment-là que moi, j'ai commencé à découvrir ça. Parce que quand nous dansons, nous détruisons notre équilibre, on se rapproche du sol, on est des terriens. Regardez ceux qui sont de l'or ou de l'eau qui flottent. Nous, on va toujours vers le sol. Et c'est la question de la danse, comme une pédagogie de récit, même une approche de la terre. Et ce problème de rapprochement de la terre nous paraît essentiel du point de vue d'expérience esthétique et structurelle. C'est extrêmement important ça. Donc, ça c'est la rencontre. Et je me suis rendu compte au fond
probablement la danse qui est l'activité artistique la plus importante en Afrique. Et je l'assume parce que la danse donne prétexte à toutes les expressions artistiques, la poésie, l'architecture, le graphisme, parce qu'avec les scarifications, le port de masse. Donc c'est un art complet. Et c'est vrai, quand il pense que lui, et je me suis rendu compte qu'après la lecture, il a mis la danse au cœur de ses préoccupations. Les statues ont confirmé exactement que ce parallélisme entre le corps du corps et le corps du danseur, il y a un rapprochement qui paraît fondamental et qui nécessite que les gens s'arrêtent, réfléchissent beaucoup sur notre futur. Je suis très sur ça. Alors, maintenant, la question du le matériau et cette démarche dans les années 80 m'a fait découvrir finalement que la question du support, chez nous, le matériau n'est pas un matériau, il est en même temps, le matériau, il est en même temps support. Parce que si on considère que la danse est le premier élément le plus important, scarifier, on communique avec le corps et le corps réagit. Alors il y a une espèce de complicité avec le support. C'est à ce moment-là que ça c'est devenu encore plus important. Parce que l'expérience occidentale, le support de toi, c'est le lieu où se passe un événement. Alors que, selon la conception africaine, le support lui-même est événement. Il participe à la définition finale de l'œuvre. Ça, c'est très important. C'est du point de vue, esthétique, c'est extrêmement important et originalité et notre force. Et c'est pourquoi ça donne une certaine dignité aux Africains. Et quand j'ai lu ce document-là, j'ai pensé que c'était un grand gâchis qu'on n'ait pas réfléchi fondamentalement. Parce que les solutions politiques sont dans la culture. En dehors de ça, il n'y a pas de solution, à mon avis. Parce que l'économie est d'abord une construction culturelle. Si vous enlevez l'économie, la culture de l'économie devient. C'est où du tout. Alors, je pense qu'en conclusion, ce prétexte d'organiser cette discussion, c'est en même temps faire une espèce de critique par rapport au gâchis que nous avons fait de notre histoire. C'est un gâchis énorme. De revenir à Senghor, c'est encore reposer la question. Il n'est pas encore trop tard. Mais je ne crois pas au futur possible. Je ne crois pas au futur possible. Sans l'intégration de ces préoccupations qui sont pour moi d'ordre stratégique. Et je vous remercie. Je vois que le débat est aussi un enseignant, ça a été très profond et très bien expliqué. Nous donnons la parole à une autre maître du verbe, Charles Moreau. Voilà, il y a la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je vous remercie, monsieur le modérateur, et doublement, parce que vous m'avez conforté dans la dernière phrase qui constitue ou soutient ma communication. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer mes remerciements aux organisateurs de cette rencontre, Pape Ba et certainement son épouse, au nom du principe très simple qui voudrait que derrière chaque grand homme, au propre configuré, il y ait une grande dame. Et vous pouvez me croire, ce ne sont pas des remerciements d'usage dictés par la sainte politesse en pareille circonstance. Chose qui ne me vient ni naturellement ni instinctivement, question de tempérament, je l'avoue sans honte ni fausse modestie. Pour que je dise je t'aime, ou simplement pour que je dise j'aime, il faut que la femme en vaille la peine et il faut que l'objet avoisine la perfection. Je veux simplement, mesdames et messieurs, formuler cet aveu. S'il y a gratitude de ma part, c'est parce que l'invitation m'a été faite de communiquer sur les livres qui nous assemblent est pour le moins inhabituelle. Ce que j'en ai perçu dès qu'elle m'a été annoncée par mon frère et ami Papa,
C'est le désir qu'elle sous-tendait, celui de solliciter non pas le regard de psycho-affectivité, mais le regard du monstre froid que je suis et contrasté quand il s'agit d'opiner sur la marche de la cité, sur les nuances qui y entourent, sur les faiblesses et les failles des femmes et des hommes qui la peuplent et la meurent, sur les écrivains et sur les éditeurs singulièrement et en priorité. Je l'avoue, cela m'a réjoui de découvrir que Pape-Ba n'est pas qu'un éditeur d'art et accessoirement pas seulement mon chauffeur. Depuis qu'au moins, au nom de la continuité de l'État et de l'introduction du concept de rupture dans la gestion de la République, on m'a séparé de ma voiture et rompu ma présence au Conseil économique et social. Parce que je ne suis pas forcément de gauche, mais parce que je ne suis pas de Benno Bokk Yakaar. Mais ça, mesdames et messieurs, ce n'était qu'une parenthèse. Cela ferme donc et revient à l'essentiel. Papa disais-je, n'est pas qu'un éditeur et professionnel de la photographie. Il est un vrai trafiquant de beauté. Oui, il est un considérable passeur de mots et d'images qui ajoute éclat à nos yeux et du baume en tout cœur de personnes normalement constituées. Et je suis fier, mesdames et messieurs, de pouvoir dire, mais surtout de devoir acclamer haut et fort ceci. Au pays de Senghor, des livres sont publiés à l'appel, certains acceptables, d'autres acceptés par défaut. Il en est d'autres qui ne mériteraient de destination que les poubelles de quartiers populaires pour lesquels leurs auteurs aussi, bien que les éditeurs et imprimeurs, ne devraient payer des dommages et intérêts, que payer des dommages et intérêts à leurs acquéreurs et lecteurs. Mais ça, c'est une autre histoire et d'une autre occasion. Parce que la faute n'incombe pas forcément aux auteurs, aux éditeurs et imprimeurs de telles situations. Elle est surtout dans le fait que l'autorité tarde à comprendre que l'édition est lieu et moyen d'expression de nos souverainetés. Et que cela passe par le renforcement des capacités logistiques et intellectuelles des acteurs dans le domaine qui est le nôtre. En particulier, par l'utilisation adéquate du fonds d'aide à l'édition et à la création et l'existence dynamique de moyens et de réceptifs de bonne diffusion et distribution des œuvres, mais encore de promotion de nos auteurs. C'est là, mesdames et messieurs, une transition pour déployer la mort physique de l'auteur de In Memoriam et de Femmes Noires, la trilogie réalisée par Pape-Ba pour à sa façon et avec les moyens à sa disposition célébrer la mémoire du contemporain perpétuel de tous les poètes d'expression française, aussi bien chez nous que dans toutes les francophonies. J'ai fait référence à la poésie et naturellement à Léopold Sédar Senghor. Je remets la poésie à une date ultérieure parce que ce genre littéraire à lui seul pourrait nous occuper. Pendant combien d'heures, pendant combien de jours, une éternité pour sûr. Je me limiterai donc à Léopold Sédar Senghor et pour quelques fragments d'un texte que je lui ai consacré et qui, je le crois, pêche par son intemporalité. Pour moi, depuis au moins 42 ans, les écrits de Senghor se confondent à notre vie intérieure et à notre existence entière. En ce qu'il y a de plus apaisant, de plus appréciable, de plus élégiaque et de plus enivrant, mais encore de plus revigorant et de plus poignant. Léopold Sédar Senghor a eu le privilège de susciter, voire de ressusciter des utopies plastiques. Quel sculpteur, mieux que lui, aura taillé, aura ciselé avec plus d'énergie, de générosité et de précision l'image de nos héros et de nos rois, la figure des nations qui font l'Afrique, l'effigie des femmes et des hommes qui nous restituent à nous-mêmes. C'est étrange et c'est à la fois extraordinaire. Au Senghor, tout est richesse dans les formes et les coloris dans les textes. Tout est harmonie, ivresse d'images et de lumière.
Et que dire de la musique débordante de ces élégies? Le rythme suit toujours le sentiment. Il accompagne sa pensée, tantôt grave ou légère, tantôt langoureux de lenteur, tantôt soutenu par quelques symphonies de la nature, tantôt bref comme il convient à la méditation. Le XXe siècle fut plein de Senghor, de ses poèmes et de ses pensées, de ses paroles, de son parler, de sa langue, de ses conceptions, de la musicalité de ses vers et de la clarté de ses idées. Immense a été Senghor et immense il restera, comme son empreinte sur les lettres exprimées en français. On se sert d'images et d'épithètes, d'alliances de mots et de surprises de rimes, de tours de phrases et de modes de pensée qui sont, dit-on, des réminiscences inconscientes de Léopold Sédar Senghor. C'est que Senghor a ouvert, mesdames et messieurs, dans notre histoire littéraire, une époque. Il fut à la fois classique et moderne. D'aucuns voient en lui qu'un chef d'État et un poète. Ils finiront par comprendre que Senghor est et va demeurer plus et mieux que cela. Un créateur de monde, un initiateur, un inspirateur, un prospecteur, bref, un demi-dieu. Ceux qui perdent en Senghor un père, mais aussi un phare, ce ne sont pas seulement les poètes, les artistes, les dames et messieurs honorables du Quai Conti. Je vous parlais de l'Académie française. Ce sont encore les hommes et les petites gens, les misérables et les âmes souffrantes dont il pensa à secret de plaie. Ce sont aussi les riches et les heureux gens, les puissants et les rois du monde à qui il tendit ses ceintures de main fraternelles. Léopold Sédar Senghor est et restera la plus haute personnification des 54 ans que le Sénégal a bouclé, et ce n'est pas fini et ne finira jamais. Parce que Senghor est celui qui résume le mieux l'histoire de notre pays en ses paradoxes, en ses doutes, en ses légitimes aspirations. Notre devoir d'enracinement et l'impératif d'ouverture aux apports fécondants de l'autre, comme il disait. Dans son œuvre, Léopold Sédar Senghor a reconstitué l'unité de l'art, cette exigence qui n'est visible que dans les antiques épopées. On peut l'avouer. L'œuvre de Senghor, comme celle d'Homère, comme celle de Virgile de Dante, de Shakespeare, d'Omar Khayyam, de Pessoa le Portugais et de Hugo, est une école. Et c'est probablement cela qui fait que des intellectuels lucides et autant de détracteurs arguent et disent aujourd'hui tout le monde a été et ou sera sengoriste ou sengorien, ou les deux à la fois. Je vous remercie. J'avais dû mettre la parole, je ne dois pas mettre trompé. Alors maintenant on va passer la parole à l'auteur, Papa, vous avez la parole. Merci, M. Sen, modérateur. Merci à Bietipa et à Elisha Mouro, avec qui je partage ce podium. J'aimerais aussi remercier le public qui s'est déplacé pour ce jour si difficile, un samedi après-midi, pour une heure très difficile, mais déjà, je vois que la salle est presque complète, disons comme ça, et je suis très content. Je vous remercie tous, je pourrais remercier presque chacun en son nom propre, mais je vais essayer de citer quelques personnes que je ne peux pas ne pas citer. Et premièrement, mes invités d'honneur, évidemment, je salue la présence de Mme Aminata Sow Fall, que je vous demande d'applaudir, qui est notre chère madame pour le top 2 de Saint-Gourama, intitulé Femme Noire. Je reviendrai certainement sur les raisons profondes qui me mènent. À côté d'eux, je salue aussi la présence de notre parrain du tome 2, M. Gérard Chenet, que je vous demande aussi d'applaudir, pour beaucoup de raisons. Et évidemment, la moindre n'est pas de venir de 6 mois déjà, on samedi après-midi de 3 Terrao, et avec son énergie qui m'accompagne. Je prie pour que cette énergie reste très 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 longtemps et l'habite longuement encore pour qu'il puisse être présent parmi nous. J'aimerais remercier aussi la présence de mon parent, de mon oncle, Douai Manka,
qu'elle voit et je suis très honoré de votre présence, merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas citer M. Badal, Alim Badal, ne pas citer aussi Jouroka, Germaine Antagari, Kassira Diagne, Serine Diagne, ils m'ont accompagné depuis très longtemps et c'est plus particulièrement récemment dans le tome 3 parce que nous en sommes aussi au tome 3 de cette belle collection que nous dédions à Senghor. Je ne peux pas manquer de ne pas citer d'autres personnes. Je citerai Jean-Michel Sec, je citerai Apollien qui vient de Sébikotane. Donc les gens aiment bien Senghor et ils ne l'ont pas oublié, nous l'ont prouvé à travers tout ce compagnonnage que j'ai eu avec eux dans cette expérience. M. Raphaël Aimé, je le salue, il est présent ici et il me présente vous, directeur déjà de la Fondation Senghor, c'est énorme. Donc ils sont nombreux, ils sont tous présents. Je salue ma femme, qui est là. Je salue ma soeur, qui est là. Je salue ma belle-sœur, qui est là. Je salue ma famille, je salue mes enfants qui sont là. Ta femme peut se lever, hein, pour qu'on mette un visage sur son nom. Est-ce que tu peux préparer Son appellation contrôlée. Je salue quelqu'un qui est très cher, qui est en train de franchir le portail pour arriver. C'est un collègue à moi, un ami à moi, et c'est son nom qui est là-bas. Ça peut être un gars c'est un collègue, je me rends en même temps hommage, c'est un ami et c'est au nom de la photographie. Bref. C'est la photographie qui m'a permis d'en être là, qui nous permet d'être honoré par votre présence, par ceux qui m'accompagnent sur cette table. Et c'est avec mes efforts photographiques que nous sommes arrivés à initier un concept. Un concept qui se décline en 3 temps. Ne pas oublier l'exposition, l'ouvrage qui est là, qui restera dans les bibliothèques pour peut-être l'éternité. Enfin, les ouvrages sont là, et à côté de ces ouvrages, il y avait une exposition de photos au premier tome, et puis l'exposition d'art visuel maintenant. C'est le concept qui a évolué comme ça, et les arts plastiques se retrouvent dans le concept d'art visuel, qui englobe beaucoup de choses, notamment le design, la danse, tout ça. Vraiment, donc, c'est toujours encore pour célébrer les arts de toute manière. Alors, pour revenir un peu à cette restitution, parce qu'on ne peut pas restituer les 2 livres qui sont sortis récemment, au mois de novembre, en même temps, les 2 ouvrages sont sortis en même temps, le tome 2 et le tome 3. Ça nous a permis de rattraper un peu le temps, parce que le tome 1 est sorti bien avant et un peu plus longtemps, donc en 2006. Ça me permet de parler un peu de ce tome 1 qui est essentiel dans cette trilogie, parce que, effectivement, en 2006, comme vous savez, c'était le centenaire de Senghor, le parrain de cette collection. Senghor est né en 1906 et en 2006, je voulais rendre hommage. Je pensais à un travail d'auteur sur le niveau de la photographie pour le rendre hommage, et puis le concept a évolué, j'ai ouvert, ça s'est amélioré, j'ai invité tous ceux qui en général m'appelaient pour leurs propres travaux, parce qu'en général dans le compagnonnage artistique, le photographe aussi il est présent pour fixer les œuvres, pour pouvoir les rendre sur les supports tels que les catalogues et autres. Donc, il a le titre, c'est mon fils qui est photographe là devant. Il fait son petit reportage. Alors, je suis revenu sur le concept photopoétique, parce qu'effectivement, quand je suis allé pour rendre hommage à Senghor, je me suis rappelé de sa fameuse phrase dans laquelle il nous invitait à aller chercher tout ce que nous voulions savoir de lui dans sa poésie. Je suis allé, j'ai trouvé, j'aimais déjà sa poésie, mais il y en avait qui m'avaient marqué, notamment Médecine, et Médecine a été un prétexte pour moi pour démarrer un peu cet hommage, pour lui rendre hommage, donc en 2006, pour son centenaire. Alors, si j'ai
choisi dans le signe, il y avait aussi une raison profonde qui chez moi, photographe, voulait que ce qui est le plus difficile en photographie, parce que je ne pouvais pas exposer pour exposer, d'autres l'avaient fait déjà sur Senghor, sur ses travaux, ils ont illustré ses poèmes, mais moi je voulais juste qu'on s'inspire de son poème pour éventuellement le rendre au niveau individuel, au niveau de l'inspiration de chacun. Donc tous ceux qui ont généralement appelé, je les ai invités et ils ont tous accepté et on a créé un peu cette expérience-là de photopoésie. Parce que mon mandat sur le tome 1, il a été très bien accueilli, donc je me voyais pouvoir continuer à travers d'autres poèmes. Donc mon ami ici présent, Elisha Moro, qui je lui dois déjà le concept de la collection, parce que j'aurais pu maintenir à ça, mais je me suis rendu compte qu'effectivement on pouvait structurer sur d'autres poèmes. Et voilà, donc pour faire une collection, qui nous permettait d'avancer encore, de ne pas rester sur lui aussi. Alors, en ce temps, un peu dans le temps, on est arrivé à 2015. 2014, fin 2014, pour avoir le tome 2, il s'est passé beaucoup de temps, je ne peux pas revenir encore sur les raisons, elles ont été très difficiles, parce qu'il y avait des raisons familiales, mon père qui nous a quittés, qui était dans le tome 1, et donc voilà, on est là à tome 2 de la francophonie, parce que quand j'ai voulu faire le tome 2, on était déjà en 2014, on était en 2013 déjà, donc je pensais le faire pour la Biennale. Ça, je me dis plusieurs fois, je reviens comme ça pour montrer qu'un peu dans le temps, les deux tomes sont sortis en même temps et ça me permet de combler un peu le retard parce que c'est des livres qui se font sur 2 ans, 3 ans. Donc presque une dizaine d'années de travail pour les 3 tomes, ça me paraît correct maintenant. Alors, je voulais surtout insister sur la collection parce que j'espère ne pas m'arrêter là, je voulais juste faire une trilogie là pour pouvoir laisser aux autres personnes de choisir le poème et de pouvoir passer à une autre trilogie si possible, je ne sais pas comment on appelle, mais la suite en tout cas de la collection, j'ai été mal interprété dans la presse. On m'a fait dire que j'en avais terminé, sauf si maintenant il y avait possibilité de faire encore série ou bien un Saint-Laurent en langue nationale, j'y pense. Mais je voudrais surtout dire que je voudrais faire la trilogie pour asseoir le concept de la collection. Maintenant, bon, il appartiendra aux autres de faire le Saint-Laurent sur le poème qu'ils voudront et avec les invités qu'ils voudront. Moi, je resterai surtout sur la partie artistique, la partie de la réalisation artistique, parce que je suis derrière moi-même, derrière la maison d'édition qui édite. Et édite, c'est pour que les artistes puissent réaliser le livre, le catalogue, parce que c'est quand même un catalogue d'exposition qui a évolué vers le beau livre. C'est encore ça aussi mon ami Elisha Moro qui m'a dit pourquoi tu ne ferais pas un beau livre, parce que à la place du catalogue que je voulais faire, que je voulais de prestige, le beau livre est arrivé et je ne le regrette pas. Donc je voulais juste expliquer un peu comment c'est le concept de ces beaux livres et le concept de la collection. Et voilà, peut-être maintenant, puisqu'on n'a pas toujours à l'étranger pour les réaliser, même ceux-là, ils sont faits au Portugal, parce qu'effectivement, très difficile à réaliser au Sénégal. Il y a une partie qui ne se peut pas ici. On peut imprimer la même qualité. On a réussi au moins la prouesse de la qualité esthétique, disons comme ça, mais bon, la réalisation a été difficile sur ces 2 temps parce que nous avons tenu compte de la francophonie, nous avons eu à compresser nos télé, nos temps, nos moyens pour pouvoir sortir à temps. Nous avons réussi, nous avons réalisé à temps. Et bon, je suis surtout très content de pouvoir arriver au bout, même avec des erreurs, on aurait pu améliorer la qualité finale. Tout le monde est d'accord que
rien n'est pas fait dans ce monde. Je ne vais pas revenir sur les difficultés parce que je vais certainement trop attaquer des personnes que je n'ai pas attaquées. Bon, enfin, je vais essayer de laisser la parole à ceux qui pourront juger autrement. Ce qui est fait est déjà fait, mais il y a des gens qui peuvent avoir au moins la confiance de quelques partenaires et de quelques institutions pour aller au bout de notre idée, c'est-à-dire une nouvelle édition qui nous permettra de nous approcher de la perfection de ce que nous voulions. J'aimerais terminer encore une fois par les remerciements. Tous ceux qui m'ont accompagné, je veux voilà, mon ami Oman Kapselan, il était très présent, il m'a beaucoup apporté du soutien. Je voudrais le remercier encore. Avant de me finir et de laisser la parole au public, peut-être qu'on puisse passer à autre chose, peut-être à travers des questions que je pourrais répondre sur des choses que je n'aurais pas pu dire ou qui ne reviennent pas pour le moment. J'aimerais à ce moment-là demander quelque chose, une petite faveur à tout le monde. C'est de se lever et d'offrir un standing ovation à Mme Kouneto Sofal et à Gérard Chélet. Je vous remercie. Voilà, donc la parole est au public. Il y a un micro baladeur, je crois. Qui voudrait prendre la parole? Oui, Raphaël. Merci. Et considération pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle fait pour la culture, et Gérard Chénet aussi, qui depuis si longtemps est avec nous, qui est créateur, qui fait des choses extraordinaires là-bas, tout va bien là. Et féliciter Papa et tous ceux qui l'ont soutenu dans sa démarche. J'ai considéré que son concept était très productif. Entrer par la photo, rassembler une série de contributions en prenant prétexte d'un poème pour que chacun dise comment il le perçoit, comment il le vit. Ça nous donne un kaléidoscope très intéressant, très instructif. Et j'ai le plaisir de vous dire que je l'ai invité hier à l'émission Espace Livre que j'anime et qu'il est notre invité pour l'émission qui sera diffusée demain à 14h30 sur la 92.5 FM et qui sera reprise le jeudi à la même heure sur la même chaîne. C'est juste une façon de prolonger l'événement que représente cette présentation du livre. J'ai été très attentif à l'analyse de Olivier Diba. Et je suis d'accord avec lui sur un certain nombre de points, tout en me démarquant, parce que j'ai eu la chance d'avoir vécu les salons des artistes sénégalais qui étaient tenus sous Senghor tous les ans au musée Dynamique. Chaque fois qu'on visitait le salon, on pouvait noter comment l'expression artistique évoluait. De même d'ailleurs que lorsqu'on visitait le village artisanal. Alors, il y a eu Senghor, il y a eu Diouf, il y a eu Wade. Et donc on pensait que l'essentiel s'est fait sous Senghor. Abdoulaye Mankeur, ici présent, ancien ministre de la Culture sous Diouf, nous a donné une très belle analyse pour rendre intelligible la lecture de la succession de ces trois présidents. Comment l'art a été vécu et la culture d'une façon générale sous Senghor, Diouf et Wade. En préfaçant l'ouvrage de Moustapha Tamba, intitulé 50 ans de politique culturelle noire. Et il distingue bien les trois situations et chacun des défis auxquels il était confronté. Je pense que si on lit sa préface, elle tient en 2 pages, elle est très instructive, on comprend mieux comment les choses ont évolué et pourquoi il fallait nécessairement se démarquer. Parce que quand Diouf est arrivé au pouvoir, on a eu un peu le concept du meurtre du père, il fallait s'affirmer
en écartant l'autre, mais on ne peut pas être simplement dans la ligne, dans la foulée. Il fallait donc créer quelque chose. Et lui a été l'un de ceux qui étaient confrontés à cette recréation d'une politique culturelle. Pour terminer, et pour contredire notre ami Ousmane Sène, quand il parle de la présence des fleurs et de notre attachement aux fleurs, je vais raconter un fait réel qui s'est passé avec Jean Dubourg, secrétaire exécutif d'Intertièrement. Comme beaucoup de gens ne le savent pas, Binicourt parlait de polar. Il s'est retrouvé en début d'hivernage dans une zone où l'herbe avait poussé, où il y avait beaucoup de fleurs. Il a cueilli quelques fleurs qu'il a offertes à une femme peule. Et la femme a dit, en polar, est-ce que ce polar va prendre pour une vache ou m'offrir de la peau? Voilà ce que je voulais dire. Ça fait raison, ça va s'arrêter à votre couleur. Et je voudrais féliciter Papa et Diba et Charles pour les meilleures prestations tout à l'heure. J'avais déjà lu le volume 1, le merci Ousmane Sène de m'offrir d'avoir offert il y a un instant deux exemplaires avec une femme noire. Ousmane Sène est en train de marquer des points pour le compte des CR et je sais que tout ça va être comptabilisé. Il y a une semaine, il a fait venir ici un grand chanteur poulard pour accompagner la présentation de mon livre, plus d'autres gestes amicaux qui me font chaud au cœur et je voudrais la remercier vivement. S'agissant de Senghor, je ne vais pas garder la parole trop longtemps. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que une grande évolution s'est produite dans notre pays. Et les gens de ma génération, et quand on parle de génération, point de vue démographique, c'est 30 ans, mais il n'y a pas 30 ans entre ceux de mon âge et d'autres, mais disons, à l'époque où nous arrivions aux indépendances, nous étions pleins de l'esprit, pleins de l'esprit marxiste-léniniste, de conception sur la tradition, sur la culture, etc. Et il y a une certaine lecture de Senghor qui fait que beaucoup d'entre nous aimaient beaucoup sa poésie parce qu'elle nous parle directement. Ce qu'elle dit nous concerne, c'est notre vie, mais nous aimions bien les critiquer à propos de la négritude et aussi à propos du marxisme, etc. Une grande évolution avec quelques étapes, quelques repères. Lorsqu'on a célébré le 90e anniversaire de Senghor, beaucoup d'intellectuels qui l'avaient critiqué à l'université de Dakar pour l'extérieur ont fait des textes magnifiques, non pas de repentir, mais ils les ont conduits à nuancer leurs pensées par rapport à ce qu'ils disaient. À l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, on a eu une célébration mondiale où, de manière consensuelle, les gens ont reconnu qu'il était un visionnaire et que beaucoup de termes de la mondialisation aujourd'hui, beaucoup de concepts, trouvent leur équivalent dans sa terminologie, qu'il s'agit de sa poésie, de la théorie de la négritude, sa manière de théoriser l'universalité ou la civilisation de l'universel. Je pense que c'est comme ça qu'un intellectuel doit fonctionner. Un intellectuel, ce n'est pas dogmatique. Il doit exprimer ses idées qui correspondent à ses convictions. Si ce sont les convictions d'un moment et que le monde change, il faut qu'il ait le courage de réviser ses idées et de les adapter à la situation. Je pense que globalement, même si les gens ne sont pas tombés d'accord aujourd'hui avec tout ce que Senghor a dit ou écrit, chez les intellectuels, il y a quand même une évolution et je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne démarche. Ce qu'il faudrait dire, et c'est par là que je terminerai, il y a plusieurs volets, plusieurs aspects, plusieurs figures, plusieurs visages de Senghor. Et ce que Pape a fait, c'est précisément un de ces aspects que les artistes ont pu revisiter également, dont on témoigne, c'est compris la parole tout à l'heure. Et je crois que toutes ces facettes doivent être revisitées. C'est pour cela que je me réjouis de la parution de ces ouvrages
témoignage que vous avez entendu. Merci. Le roi des douleurs, je suis un political scientist, politologue, je ne sais pas. Mais je remercie le WAC pour avoir organisé ça et les artistes pour avoir pensé à la profondeur de la perception de Senghor de son environnement. Parce que Senghor, quand même, moi je suis un grand amoureux de la musique classique. Et Mouvement Afrique et la perception, j'écoutais toujours la musique classique dans Chaîne Inter avec mon père. Et ça manque, et ça montre la dimension de ce monde. Juste une petite précision, Moro, pour le. Senghor est un Angoulé pour les Sérères, en 2000, ou pas Moro. Pour nous, les Sérères, une personne qui a fait quelque chose de grand, avant de une personne qui doit inspirer les autres, doit être considéré comme un Angoulé et un piquet, un plomb, doit être coupé en deux et planté quelque part où on vient du lait et du lait et du sol, chaque certain jour, pour que son âme reste là et continue à nous conseiller. Ceux qui n'ont jamais compris ça, on pensait que ça c'est des histoires de Rome, n'importe quoi. Alors que ça c'est une célébration de ce que l'Empire a fait pendant que le pays va. Donc c'est comme par les Anglais ont emprunté ce mot-là. Le tam, en sérieux, c'est un bloc de quelque chose. Et en fait, en anglais, on dit dan. Dan of something. Mais là où je veux juste finir, c'est parce que je sais que ça, c'est pas pour les politiques que ça dit. Mais c'est vrai, il y a deux choses qui, à mon avis, nous, intellectuels sénégalais, devons voir. La notion du socialisme africain. C'est extrêmement important parce que il partait du communalisme de nos sociétés. Pour montrer, en fait, nous, on n'a pas besoin de nous faire croire à la scientificité du socialisme, mais qu'il y a aussi l'humanisme du socialisme. Et c'est le socialisme africain, justement, c'était là où ça nous ressources. Et bien sûr, étant des marxistes à l'époque, nous l'avons bien compris. Et maintenant, on va essayer de revenir sur tout ça. L'autre aspect de la vérité, le panafricanisme en tant que panafricaniste, le panafricanisme a deux écoles. En fait, c'est quoi le panafricanisme? C'est le désir, ou en tout cas la détermination de faire que la dignité noire soit restituée. La dignité noire soit restituée. Il y en a qui pensent que c'est par l'affirmation culturelle, c'est que la contribution de la culture des Africains, que ça va se faire. Et c'est ça, c'est la même c'est tout, c'est théorique comme ça. Il y en a qui pensent que c'est par la politique, la naissance d'une puissance politique africaine. Et ça, ce sont les fédéralistes panafricains comme le chef Alpha, comme Nkrumah et comme les autres. Mais ces éléments du panafricanisme sont fondamentalement importants. Et c'est vrai, on a bien rougir, si bien sûr je peux utiliser le terme, par rapport à sa proposition. Merci beaucoup. Et aussi, citer le roi comme toujours. Je suis une douce, je suis du royaume d'enfance de Senghor, exactement de petit d'or. Je n'ai pas traversé encore les documents, je suis désolé, mais à entendre tout ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai envie de vous demander est-ce qu'il est envisagé d'aller vers le royaume et de réaliser le troisième, le quatrième ou le cinquième tome sur certains endroits dans la poésie, dans les lieux-dits des œuvres de Senghor. Ce qui pourrait être sans doute très utile pour ceux qui ne connaissent pas le royaume d'enfance et qui ont lu Senghor en alimentant souvent certains livres. D'autant plus que la Fondation a situé certains liens avec des tableaux, qui sans doute aussi donc méritent de figurer dans les œuvres comme ça. Certains lieux aussi comme Sangomar, je crois, méritent d'être sans doute, pourquoi pas,
puis on photographiait et figurait dans des trucs. Certains lieux comme la fontaine de Kamdiamoué, Kamdiamak, Kolmedik, tant de lieux comme ça, mais sans oublier aussi dans son royaume, certains lieux où il est passé. Gazonville, la maison de Joël, etc. Bon, je le dis comme ça parce que je me suis rendu compte que sans doute, il est possible que si rien n'est fait comme l'a tenté de faire la Fondation, que certains lieux disparaissent sans être connus par la génération. Donc, qu'est-ce que vous pouvez penser dans le futur pour que dans un éton, que des lieux comme ça, on puisse les restituer. Sangomar a été le nom aussi de l'avion de Senghor. Là, dans la maison familiale de Senghor, vous regardez, vous voyez les palmiers. Kakamak, ce n'est pas un lieu spécifique. Kakamak, c'est un célèbre de l'autre côté du fleuve. Voilà, mais les palmiers sont là-bas et je crois qu'effectivement, un photoreportage sur ces lieux-là serait vraiment. Je ne sais pas s'il y aura tout ce de droit d'auteur parce que ça vient de. Mais voilà, je crois que vraiment c'est l'idée géniale qu'il faudrait exploiter, plus peut-être quelque chose qui traduirait ce qui apparaissait dans le discours de Senghor. La dimension profondément sévère de son dire en wolof. Senghor ne parle jamais de faveur, jamais. C'est Nyatiyuni. Nyatiyuni, c'est Kharbahaï Tadik, 3 fois 10. Nyatiyuni millions de tonnes, c'est ce qu'il disait, il dit faveur. Alors c'est le seul, 3 fois 10. Harlem Tadik. Voilà. Bon, c'est des choses qu'on pourrait recenser. Salam alaikum, c'est l'artiste praticien. Je voudrais d'abord saluer la présence de nos invités, parce qu'ils sont vraiment nos invités. Nous avons partagé le papa. Je disais la dernière fois, parce que j'étais le commissaire de l'exposition, que papa a vraiment marqué un peu. Et il a réussi une œuvre tout simplement parce que ceux qui l'ont accompagné l'ont été du début à la fin et que je lui ai dit d'abord en aparté seul avant de le dire en public que ce que tu as obtenu là c'est inconventionnel et que aucun argent n'aurait pu te permettre de l'obtenir parce que c'est sur la base de la unité et du partage. Le discours de Viediba m'a beaucoup intéressé. Et surtout, notamment à l'histoire. Il y a quelques années, je me promenais ici à Fan, parce que ça fait longtemps que je fréquente ce quartier. Et on se posait de quelques éléments qui nous arrivaient par rapport à la chronique des Sénégalais, et notamment à la dépendance généralisée que nous remarquons dans nos vies et dans nos années. Dakar qui se rivalise davantage. Et il me disait qu'il y a quelques années, sous Senghor, il n'était permis, je crois que c'est André Jamal qui me disait ça après une visite sévère. Sous Senghor, il n'était permis qu'un muret de 50 cm à Fan et tout le reste devait être en fleurs. Donc on devait voilà, exactement. Et voilà ce que voilà, il y a maintenant des buildings qui vont pousser à Fan résidence. Ça veut dire que bientôt, ce quartier n'aura plus rien d'un quartier résidentiel. C'est comme il y a quelques années, je me rappelle, c'était encore à l'Africa. Même pour son quartier, pour en faire autre chose qu'un garage, il fallait tout juste une autorisation. Regardons ce qu'il en est maintenant de nos quartiers. Et je voudrais dire que jusqu'ici, Abdul Bayan est là, et tous les autres, depuis Senghor, l'école des Beaux-Arts continue à squatter des lieux inhabités. Des lieux inadéquats. Et
Je remercie encore Papa pour nous avoir réconciliés, du moins d'avoir participé à réconcilier Senghor avec son pays. Parce que je me rappelle en 1985, alors que je l'avais rencontré 2 ou 3 mois avant en Normandie, quand je suis venu me remettre des photos dans sa résidence. Ici, les dents de ma mère. En me accompagnant, il m'a dit, quand je suis au Sénégal, mais moi, je me méfie. Je n'ai pas mis dans mon texte, c'était pour ne pas polluer mon texte. Mais il a dit, quand je suis au Sénégal, je me méfie. Et il me l'avait dit sous un ton tellement confidentiel, même capitulaire. Et comme même certainement, il voulait me partager quelque chose, un regret profond qu'il avait de son pays. Et je crois que c'était un de ses derniers voyages au Sénégal, parce qu'auparavant, il a voulu avoir une certaine vie normale de quartier, une certaine vie normale de citoyen, parce qu'après la présidence, il doit y avoir une autre vie qui a cru qu'il aurait le droit de se former. Oui. Vous autres qui avez rencontré Sédar avant qu'il ne retourne à Berson, dites la vérité. La vérité est que Sédar, en partant du Sénégal, n'était pas content. Il était fâché. Dites ça. En tout cas, ce que je retiens, c'est sincèrement que quand il me l'a dit, j'ai senti que ce changement, quand il dit une chose aussi importante, c'est parce qu'il voulait confier ça à quelqu'un. Et je me rappelle à l'époque qu'il était interdit de télévision et de radio. Il était interdit de musique et que même ses anciens camarades, très peu osaient le fréquenter pour raser les murs quand ils en avaient l'envie et s'en sentaient le devoir. Et quand il est décédé, tout cela s'est glorifié parce que la télévision nationale a eu du mal à montrer des archives de Senghor et qu'ils ont entendu les rares qu'ils ont eus depuis la France. Je vous remercie. Merci, Thierry Sow, écrivain. Je voudrais d'abord saluer M. le ministre Eliman Khan. Je suis la jeune sœur de papa et je suis arrivée en retard et je voudrais m'en excuser tout d'abord. Nous avons eu une contrainte familiale et nous avons dû nous présenter d'abord à un autre événement un peu moins joyeux avant de pouvoir venir et nous regrettons d'être arrivés en retard. Mais il est important de dire qui est papa, qui en réalité, contrairement aux apparences, est considéré avec une coloration tout couleur. Pourquoi? Parce que ce Tchernoba est tout simplement un Sérère, puisque ayant né et vécu dans le monde du Sine, dans le monde du Saloum, et parlant couramment Sérère en plus de parler polar. Mais Tchernoba avait un lien également particulièrement prononcé avec le repos de la Senghor. Parce que nous souvenons encore des contes qu'il nous faisait, contes parfois en polar, parfois en Sérère. Nous nous souvenons de sa rencontre, la visite de le repos de la Senghor à notre grand-mère Akili et des échanges qu'ils ont eus. On ne peut pas ne pas parler de Senghor parce qu'il aura été allaité à cette passion de l'histoire de Senghor, nonobstant les adversités politiques qui auront pu les opposer plus tard. Autant Tchernoba était un écrivain et était un passionné de la plume, autant Pape est un passionné également des belles lettres, mais en les magnifiant à travers son appareil photo. Je ne me souviens pas depuis quand Pape est photographe, mais je me souviens qu'au moment où tout le monde devait faire des études de ceci et de cela, il avait pensé, et sa famille avait pensé également, qu'il fallait donner une vision scientifique à sa passion de la photographie. Et il allait faire des études de photogrammétrie. Alors figurez-vous, il y a quelques semaines, j'ai vu un appel d'offres où on recrutait des gens qui avaient fait photogrammétrie, des photogrammètres. Et
dans une autre vie, Pape aurait pu postuler. Mais Pape n'était pas à la recherche de cette science, Pape était à la recherche de la vision artistique que son appareil photo pouvait lui donner du monde. Pape est également un membre d'une famille d'intellectuels. Probablement, l'un des premiers intellectuels sénégalais, Frédéric Cissé, qui était un des premiers instituteurs sénégalais. Et il ne pouvait pas ne pas être passionné d'art. Mais qui est-il dans la famille? Son épouse est là, mais je peux me permettre de parler avant de lui rendre plus tard hommage, parce que si on comprend qui est Pape, on comprendra qu'il faut rendre hommage à son épouse Fota. Pape est un passionné. Son épouse Photo, je ne sais pas comment il l'a trouvé. Par le plus grand des hasards, il l'a trouvé dans mon bureau. Il a trouvé son épouse dans mon bureau. Mais en tout cas, Fota, est-ce que c'est le nom qu'il a accroché? Fota ou Photo, mais en tout cas, c'est une belle histoire et je les encourage vraiment à avancer leur histoire pour lui assurer une pérennité. Pape est un grand adolescent. C'est comme ça que je le définirai. J'ai été, et je peux parler au nom de tous les membres de la famille, particulièrement ébloui par l'histoire de médecine, parce qu'avant que l'ouvrage ne soit terminé, peut-être que nous n'avions pas suffisamment compris sa vision de cet ouvrage-là. Au professeur de médecine, il a invité ses pairs, les artistes qui sont partis avec lui, que je pourrais remercier en son nom, parce que c'était un don d'une très grande générosité de faire cet ouvrage médecine avec Pape. Vous êtes allés tous passer une nuit ici et restituer à chacun a restitué sa vision de la médecine. Pour le tome 2 et le tome 3, je pense que l'expression a été beaucoup plus libre au cours d'un poème de Léopold Sédar Senghor. Pape est un adolescent, mais un adolescent de l'art. Un adolescent de l'art, un artiste extrêmement obstiné. Et si le reste ne me permettait pas de le dire, je dirais un artiste totalement têtu. Têtu dans ses choix jusqu'à la sortie de son ouvrage, jaloux de ce que ses pairs auront donné comme contribution. Une fois qu'Anta Germaine Gueye a dit quelque chose, vous pouvez changer de sujet. Pape ne retiendra que la version de Anta Germaine Gueye. Pape est quelqu'un qui porte énormément d'admiration à ses pairs. Et cette admiration-là s'est manifestée dans le partage qu'il a fait dans ses deux derniers ouvrages. Ou s'il n'avait pas Papa, on pourrait retenir ces deux ouvrages-là uniquement la contribution des artistes et des écrivains à Sengorama. Parce que Sengorama est votre œuvre à vous tous, ce n'est pas seulement l'œuvre de Papa. Papa, c'est quelqu'un qui, à la maison, a des photos partout. Alors vous tous, merci. Parce qu'on a vu les photos de Papa. Parce que très peu de photos de Papa sont tirées sur papier. Et ça, on vous le doit. Papa prend des photos de tout le monde, partout, en tout lieu, en tout moment, mais rien n'est imprimé. Alors Sengorama nous a permis également à nous, membres de sa famille, de voir les photos de Papa et de lui dire bravo. On va faire une dernière intervention. Je ne veux pas couper les gens, mais n'oublions pas qu'il y a la cérémonie de signature et la réception. Donc le dernier intervenant. Je vous remercie, monsieur Zek. Alors, je viens d'écouter presque religieusement la sœur de Papa. Elle n'a pas décliné son prénom et son nom, mais je pense qu'elle le fera tout à l'heure. Et en écoutant, j'ai pensé peut-être qu'il fallait que je lui apprenne une chose qu'elle ignore. Papa est celui qui a photographié les 24 baobabs de la ville de Dakar. Je crois que vous ne le saviez pas. Et bien voilà. Donc je tenais à marquer les points parce qu'elle m'a marqué beaucoup. Et comme je suis le président de l'association des amis du baobab, je l'ai vu gravir donc la colline des Lamelles, se coucher pratiquement, soit donc à terre, pour photographier les baobabs qui se trouvent sur la colline des Lamelles. Je tenais à le préciser parce que c'est un artiste formidable, c'est un photo. Je vous remercie. Voilà, donc on va maintenant donner la parole à Dieu, à Charles pour quelques mots, peut-être les derniers mots de Pape, et puis on conclut de lancer la discussion parce que... En fait, il n'y a pas beaucoup de questions, j'ai essayé de pouvoir en venir.
idées se sont plus développées sur Diouf que sur Senghor. Il faut que je le dise pour nuancer. Pourquoi j'ai dit ça? Les paramètres d'évaluation, il faut prendre des paramètres d'évaluation par rapport à quoi on peut évaluer la pénétration esthétique des artistes. C'est une question, comment évaluer les questions des signataires, combien des gens qui avaient vraiment été, c'est lui qui était le concept, c'était lui qui a créé un concept d'écriture, et beaucoup d'artistes ont travaillé à partir de la conception de l'écriture, avec des résultats qu'on connaît, appréciés mondialement. Mais ça, c'est un élément d'évaluation de la pénétration artistique. L'autre élément d'évaluation, c'est, si vous avez vu le passage à la fin des années 70, à la fin des années 80, surtout autour, il y a un élément qui est très important, qui apparemment les gens passent au silence, c'est le village des arts de Péravin. Le village des arts de Péravin. Et c'était vraiment. Si vous comprenez ce qui s'est passé après, il faut comprendre ce qui s'est passé dans ce village. Et c'est le cerveau. Ça, c'est très intéressant. Et la crise du village des arts est une espèce d'explosion. Et ça, c'est très important. Au fond, l'évaluation de l'artiste, c'est d'abord la capacité de structurer sa pensée dans un très libre. Si vous voyez, au début, le contact n'a pas été très facile sur Diouf. Ces lignes-là, c'est pas très facile, surtout avec ce qui s'est passé à la corniche quand on a expulsé les artistes. C'était pas évident. Il y a eu quelques années de passage à vide. Les gens ont digéré les crises dans des endroits non appropriés. Ils ont continué à développer la recherche et les résultats au bout de 10 ans étaient spectaculaires. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que comment évaluer le nombre de signataires, c'est ce que l'écriture personnalisée avec un discours construit avec leur propre expérience de l'art et de la vie. C'est très important en termes d'évaluation. Et comment, au moment où la réduction du budget de la culture faisait rage, comment un secteur a pu exceller les arts visuels au détriment d'autres comme les cinémas parce que c'était des arts trop liés à l'État, budget du corps. Or, les arts visuels étaient très individualistes et les gens développaient des démarches personnelles. La pénétration esthétique en termes d'espace de légitimation de 80 à 90 énorme du point de vue des artistes que justement parce que souvent la promotion était plutôt diplomatique. C'est presque pas des paramètres d'évaluation. C'est intéressant de faire ce travail-là, c'est un travail scientifique, c'est que les gens, le secteur d'études, s'intéressent à ces problématiques-là. Alors, et c'est pourquoi je parle de pénétration, de développement spectaculaire des arts visuels qui aboutit à la naissance de la Biennale. Savez-vous que la Biennale, c'est une création des artistes? C'est ça, c'est extraordinaire. C'est l'art des arts, c'est une création des arts, c'est le travail des artistes. Le grand prix du président, c'est sur au niveau des artistes. La prise d'initiative est énorme. Ça, c'est important, ça, quand je parle de développement. Donc, mais ça, c'est des choses qui sont là. Maintenant, c'est lui qui a parlé d'une affaire intéressante de la déception de Senghor. Vous savez, j'ai retenu une phrase que j'ai lu quelque part. Senghor, à la fin de sa vie, était très découragé. Il y a une phrase que j'ai retenue, la mort physique ne me fait pas peur, mais l'idée du meilleur entre le plaisir. Ça, c'est important pour l'artiste. Le plaisir, ça veut dire qu'au fond, avant sa vie, tout son patrimoine a été liquidé. Le plus important, c'est sa pensée, sa réflexion, c'est passé comme s'il bien été. En 89, le code d'architecture est éliminé. Il n'y a plus de discours sur l'urbain. Catastrophique. Regardez ce qu'on construit dans ce pays. Comme on dit à l'homme qui n'a pas d'histoire. C'est pas grave. Regardez le sol qu'on a réservé à Polyclinique. Tout autour, c'est une catastrophe compatible. Polyclinique avec les bords. Ça, c'est Là, monsieur le conseiller du maire, ça c'est un problème à régler. Il faut faire ressortir cette architecture. Parce que la fois, ce qui arrive à la fin, c'est une insulte pour moi. Alors, pour moi, c'est bon, c'est pas. J'aime pas cette approche trop rêve. Moi, je suis pour la culture opérationnelle.
La culture, ce n'est pas opérationnel, c'est une distraction. C'est trop sérieux pour nous pour se limiter à la distraction. Les solutions de l'architecture sont dans la pensée de Senghor. Les solutions à l'urbanisme sont dans la pensée de Senghor. Les solutions à l'économie, la vraie économie qui est l'essence culturelle est dans la pensée de Senghor. Et les charmes. Alors, c'est ça le désastre qui nous a. Toutes ces théories, regardez ce qui se passe, bon, je vais expliquer avant de venir. Les orientations du monde de la culture. Il y a aura compte qu'il n'y a pas plus naïf maintenant que les artistes. On est très naïf là. Je me rends compte qu'on est très naïf en réalité. Alors, on reproche aux politiques. Les politiques sont très cohérents, ça c'est du vol. Hein. Et des fois, les gens sous-estiment le politique. Mais regardez ce que Watt n'est pas tenu. En 10 ans, il a créé des clients, il n'est pas venu à fabriquer des voleurs, il n'est pas venu. Non. La politique, c'est tout sérieux. Et c'est pourquoi. C'est ce qui sont dans ces sciences. Nous savons que l'eau, c'est de fabriquer des citoyens. Les politiques fabriquent des citoyens. Ils fabriquent des citoyens. Et c'est souvent, notre secteur a été, ça a été la plus dramatique. Oui, et ça c'est extraordinaire. La périphérie s'est retrouvée au centre de l'art. Et les artistes sont en train de clandestinité. La périphérie est au centre, et le centre est dans la clandestinité. C'est ça le problème. Et le monde intellectuel s'est affaissé. Les politiques sont en confrontation directe avec les populations. Il n'y a pas d'élément régulateur. Ça, c'est mon problème. Bon, c'est pas que c'est votre honnêteté, Dieu te remercie. Tiens, Eli, je voudrais déjà rassurer Bietiba pour le mettre dans la situation dans laquelle tous les Sénégalais, depuis un certain temps, ne pas dire la fin du XXe siècle, au troisième millénaire doivent être, c'est de s'accrocher aux deux concepts, qui sont deux verbes aussi du premier groupe, qui permettent aux Sénégalais certainement, à la limite, de se reconsidérer Sénégalais. En fait, j'ai l'habitude de dire que la vie des Sénégalais est accrochée à deux verbes du premier groupe, résister et espérer. Que réellement les choses entreront dans l'ordre parce qu'il y a trop de désordre dans ce pays qui mériterait d'être désordonné. Donc on retrouve l'ordre naturellement. Mais à la limite, je voudrais aller très vite. Déplorer déjà l'absence de Diomaye pour lui dire simplement que si j'ai pris Senghor pour un demi-dieu, c'est en pensant simplement au fait, on me l'a appris dans les classes, que nous serions autant d'images de Dieu. Mais que la perfection n'étant pas humaine, il fallait véritablement ne pas se prendre pour Dieu, mais à la limite couper la tranche, le fruit en deux. C'était tout ça. J'ai oublié simplement de dire, pour qualifier Senghor, il était un inspirateur, il était un prospecteur. Mais j'ai oublié simplement de dire que Senghor était aussi un grand menteur. Et je vais vous dire pourquoi Senghor était un grand menteur. J'ai passé mon adolescence à lire Senghor dans ses textes, parce qu'il n'a pas laissé des albums photos, il a laissé des œuvres qui vont lui survivre. Il ne vivra jamais dans le néant. Comme Rabindranath Tagore, l'Indien, disait, il a ajouté quelque chose à notre humanité, et ce sont des livres. J'ai passé mon temps à lire des livres et à tout. Au moment de 14 février, en étant adolescent, je considérais que le chemin le plus court pour réellement conquérir des cœurs de femmes, c'était de prendre des extraits de Senghor et de leur mettre cela au visage. J'en ai reçu énormément de raclés. C'est après que j'ai changé pour retrouver d'autres formules. Et c'est en cela que j'ai dit que Senghor a été un très grand menteur. Du moins,
cela m'a coûté très cher. Voilà, pour aller vite, parce que je considère que les discussions vont se prolonger, je crois que l'UNESCO doit revoir sa définition du livre. Un produit ou un bien, pas comme les autres disent. Je considère qu'ils devraient y ajouter aussi, c'est un bel adulte. Pour réellement remettre énormément de terre sur la table, et singulièrement parce qu'avec Papa, nous avons compris que Senghor a cessé d'être une personne simple, qu'il avait cessé aussi d'être une personnalité, qu'il était devenu et qu'il est encore aujourd'hui un personnage, c'est-à-dire un sujet et un objet. Et par ce simple, effectivement, il peut ne pas aussi faire l'unanimité. Je considère que chaque fois que l'auteur, chaque fois que le livre fait l'unanimité, il devient suspect. Il y a 1001 visions ou sensations que l'on peut éprouver sur Senghor. Le Senghor de Hamilton Sofan n'est pas forcément le Senghor de Papa. Senghor n'est pas forcément aussi l'école. C'est un supermarché. On y va prendre ce qui nous intéresse et Mignan l'a bien dit. Papa, si tu avais fait l'option d'être l'intellectuel le plus paresseux en voulant juste avec cette théologie arrêter Senghor, tu t'es complètement loupé. Il y a effectivement énormément de menus, énormément de choses encore que tu dois à Senghor, ne serait-ce que pratiquement, après avoir bouclé ces 3 beaux livres-là, de faire toute la trajectoire de Senghor est contenue dans ces livres. Tu n'en as pas fini avec lui malheureusement. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est peut-être certainement une ombre qui va te poursuivre et t'accompagner. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le panafricanisme, la dernière utopie actualisée, de toute façon, parce que le panafricanisme sera juste des thèses et des théories. Il faudrait véritablement ce masochisme intellectuel qui n'existe pas chez ceux-là qui gèrent les 54 Afriques pour que cela soit possible. Aucun d'entre eux ne fait l'effort parce que tous sont jaloux de l'empire ou royaume. Solidaire, je le comprends, mais en fait, le Dakar ne s'est pas ruralisé. Dakar s'est urbanisé. Il est entre ruralité et urbanité. Il faudra aussi que Papa se préoccupe de ces questions comme tous les artistes plasticiens. Cette histoire a pratiquement illustré l'intime conviction maintenant que j'entretiens comme jardin que nous ne sommes pas forcément un peuple de citoyens, nous sommes en priorité un peuple de cousins et de voisins. Raphaël avec ses fleurs, effectivement. Ablaye Liman avec les fleurs, effectivement. C'est juste un échange entre eux qui nous conforte sur que véritablement il n'est de richesse que de diversité et que nous avons tout intérêt à faire de sorte que cette harmonie et cette cohésion sociale ressuscitée à travers ce prétexte libre, effectivement, doit continuer dans ce pays. En tout cas, il y a plein de choses à dire. Je crois qu'en fait, je ne vais pas gâcher le plaisir des serrères et des poulards, parce que tous certainement attendent à la limite de passer de l'autre côté de la salle. Je vous remercie. Je crois que je vais lui prendre la parole dernier, mais comme ce que je dis en droite ligne de ce que mes deux collègues disent, je voudrais le faire. Mais auparavant, Papa a demandé si Mme Sofa voulait prendre la parole. Le micro-baladeur. Et je veux remercier M. le modérateur, cher ami, et remercier Papa. En fait, moi, je n'étais pas venu pour la parole.
mais en poussé à travers des contributions diverses, mais de haute qualité. Je pense pouvoir dire quelque chose sur le thème. Après avoir remercié toute cette assemblée, je compte des amis, mon ancien élève Abba, qui m'a véritablement honoré en me faisant la marraine de femme noire de Saint-Don. Remercier aussi Raphaël Ndiaye, c'est un petit frère, un ami petit frère, avec qui nous avons longtemps cheminé dans les couloirs du ministère de la Culture à travers des directions, et qui m'a fait énormément plaisir pour le travail qui est effectué à la Fondation des Conseils à Saint-Don. Lorsqu'on l'a nommé là-bas, j'ai dit au conseil d'administration, moi, je peux témoigner vraiment un témoignage sur l'affaire pour sa passion, pour son sens du travail et pour sa compétence. Et c'est le cas de beaucoup d'autres ici que je ne peux pas citer malheureusement parce qu'il y a temps. Puisqu'on parle de Saint-Laurent, moi je suis allé en France 2 ans après les indépendances, ou même 1 an et quelques. Et je suis parti avec Senghor, le poète. Parce que d'abord, je ne m'occupais pas trop d'affaires politiques. Et je crois avoir compris que l'affaire de la négritude, c'était pour répondre aux racistes qui disaient que les Africains n'ont pas de culture. Et je crois que c'était à faire, mais je n'ai jamais adhéré à cette théorie comme quelque chose vraiment qui devait attirer vraiment qui devait être notre préoccupation majeure. Et je me disais qu'il fallait le faire parce qu'il fallait aussi dire à l'Occident que nous aussi, nous avons écouté. Mais c'est surtout le poète. Et comme vous le dites, dans les années 80, tous les intellectuels m'ont dit oh Senghor, ceci, Senghor, cela dans les publics. Moi je leur disais, il y en a un qui est là au Sénégal, un grand militant de la gauche. Et je me disais, mais faites attention parce que Senghor, on peut ne pas être d'accord avec l'idée de la négritude. Parce que certainement, le Wolof, le Sérère, le Pulaar, au fond de son village, qu'est-ce qu'il a à s'occuper de négritude? Il s'occupe même de ceux qui sont, de leur être, de leur culture, de leur existence. Mais Senghor restera toujours